Pendant plus de 6 décennies, Sheila a captivé des millions de cœurs à travers le monde. Sa voix, à la fois douce et puissante, a traversé les époques, ses chansons devenant des hymnes pour plusieurs générations. De ses débuts modestes sur les marchés de Créteil aux scènes prestigieuses de France et d'ailleurs, elle a bâti une carrière qui mêle triomphes éclatants et épreuves déchirantes. Derrière l'éclat de la star se cache une femme complexe, marquée par des chagrins profonds, des trahisons cruelles, et des combats menés dans l'ombre, loin des projecteurs. À 79 ans, Sheila se dévoile aujourd'hui avec une sincérité rare, partageant des vérités qui surprennent même ses admirateurs les plus fidèles. Ce récit retrace le parcours d'une fille de marché devenue une icône de la pop, une mère brisée par la perte, et une artiste résiliente, déterminée à écrire le dernier chapitre de sa légende à sa manière. Née le 16 août 1945 sous le nom d'Annie Chancel, Sheila grandit dans une France encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Créteil, une ville ouvrière au sud-est de Paris, est le décor de ses premières années. Fille unique d'une famille modeste, elle est élevée dans un foyer où la simplicité et le travail sont des piliers. Son père, André Chancel, est marchand de confiserie, parcourant les marchés de la banlieue parisienne avec son étal coloré. Sa mère, Micheline Gauthier, gère le foyer tout en soutenant l'activité familiale. Dans ce cadre humble, Annie découvre un monde vibrant, où les odeurs sucrées des bonbons se mêlent aux éclats de voix des commerçants et aux rires des clients. Les marchés de Créteil, Charenton ou Saint-Maur deviennent le théâtre de son enfance. Dès l'aube, elle observe son père installer l'étal, disposant avec soin les bonbons dans des bocaux de verre. Ces matinées fraîches, où le brouhaha des marchands se mêle aux premiers rayons du soleil, façonnent ses souvenirs. À 14 ans, Annie commence à aider ses parents, pesant les friandises, rendant la monnaie, et échangeant des sourires avec les habitués. Ce n'est pas seulement un apprentissage du commerce, c'est une leçon de vie, où elle apprend à écouter, à charmer, à tisser des liens. Sa spontanéité et son énergie captivent les clients, qui la surnomment affectueusement « la petite radio » lorsqu'elle fredonne des mélodies en travaillant. Ce surnom, donné avec tendresse, reflète déjà un don naturel pour la musique, une étincelle qui ne demande qu'à s'embraser. La musique est plus qu'un passe-temps pour Annie. Elle est une compagne fidèle, une façon de s'exprimer dans un monde où les responsabilités pèsent lourd. À 8 ans, elle commence à étudier le piano et le solfège, faisant preuve d'une discipline impressionnante pour une enfant. Ses parents, bien que modestes, soutiennent cette passion naissante, voyant dans ses progrès une source de joie. Annie rêve parfois d'autres horizons, devenir écuyère ou artiste de cirque, inspirée par les acrobates croisés lors des foires. Mais la musique s'impose peu à peu comme une vocation, un appel qu'elle ne peut ignorer. Encouragée par les sourires qu'elle suscite lorsqu'elle chante, elle s'entraîne avec sérieux, jonglant entre ses leçons, ses tâches au marché et ses devoirs scolaires. À l'école communale de la rue de Patay, à Paris, Annie est une élève appliquée, mais son cœur bat pour la musique et la scène. Les mathématiques et la géographie, bien qu'importantes, ne rivalisent pas avec la magie des mélodies qu'elle découvre. À la fin des années 1950, alors qu'elle entre dans l'adolescence, un vent de modernité souffle sur la France. Le rock'n'roll américain, porté par des figures comme Elvis Presley, et la vague yéyé française, incarnée par des stars comme Johnny Hallyday, captive son imagination. C'est son nouveau, plein de fougue et de liberté, allume en elle un rêve, quitter les étals pour monter sur scène, partager sa voix avec le monde et devenir une artiste. À 15 ans, Annie commence à explorer cet univers musical qui l'appelle. Elle rejoint des groupes de rock amateurs, comme les Guitar Brothers, des formations locales où des jeunes partagent leur passion pour la musique. Ces premières expériences, bien que modestes, sont cruciales. Lors de fêtes communales, de kermesses ou de rassemblements de quartier, elle se produit devant des publics chaleureux mais exigeants. Chaque prestation est une occasion d'apprendre comment capter l'attention, comment transmettre une émotion, comment transformer la nervosité en énergie. Sa voix, pure et vibrante, et son charisme naturel commencent à se démarquer, même dans ces cadres informels. Ses premières scènes sont un terrain d'expérimentation. Annie découvre l'importance de la présence scénique, l'art de se connecter avec un public, et la magie d'une chanson bien interprétée. Elle chante des reprises de tubes yéyé, mais y ajoute sa touche personnelle, une spontanéité qui fait vibrer les spectateurs. Ces moments renforcent sa détermination. La musique n'est pas seulement un rêve, c'est sa destinée. Elle imagine un avenir où elle pourrait vivre de son art, loin des marchés, mais elle sait que le chemin sera long. Le tournant arrive le 14 septembre 1962, lorsqu'Annie, âgée de 17 ans, passe une audition dans un ancien cinéma du 13e arrondissement de Paris. Grâce à des contacts noués avec d'autres musiciens,
elle se retrouve face à un petit public, parmi lequel se trouve Claude Carrère, un producteur visionnaire. Dès les premières notes, Carrère est captivé. La voix d'Annie, mêlée de pureté et de puissance, et son charme juvénile le convainquent qu'elle a le potentiel pour devenir une star. Il agit rapidement. Le lendemain, dans un bistrot parisien, il rencontre les parents d'Annie et les persuade de signer un contrat exclusif de 10 ans. Pour Annie, c'est une porte ouverte vers un avenir qu'elle n'osait à peine imaginer. Pour Carrère, c'est le début d'un projet ambitieux, calculé pour conquérir le public français. Rebaptisée Sheila, en écho au tube de Tomiro, Annie Chancel se transforme en une figure taillée pour la gloire. Son image est soigneusement construite, une écolière sage, vêtue d'une blouse blanche et d'une jupe à carreaux, les cheveux noués en couette. Cette apparence, à la fois innocente et accessible, est conçue pour séduire un public large, des adolescents aux familles. Mais derrière cette façade candide se cache une réalité exigeante. Les journées de Sheila sont rythmées par des séances interminables en studio, des répétitions rigoureuses et des apparitions promotionnelles qui laissent peu de place à la spontanéité ou au repos. À peine sortie de l'adolescence, elle devient l'outil d'une machine bien huilée, orchestrée par Carrère, dont l'ambition est de faire d'elle une star nationale. En novembre 1962, son premier single, Sheila, sort dans les bacs. Le titre, bien qu'un succès modeste, pose les bases de sa carrière. Mais c'est en 1963 que tout bascule avec L'école est finie, une chanson pétillante qui capture l'esprit d'une jeunesse française en quête de liberté et de modernité. Le morceau devient un phénomène, diffusé sur toutes les radios, repris dans les cours d'école et les bals. Sheila, avec sa voix claire et son énergie communicative, incarne cette nouvelle génération yéyé, pleine d'espoir et d'insouciance. Le succès est immédiat. Elle devient une idole, une figure adorée par des milliers de fans. Mais cette ascension fulgurante a un prix. À 18 ans, lors d'un concert à Rouen, Sheila s'effondre sur scène, terrassée par l'épuisement. Pesant à peine 40 kilos, elle est hospitalisée, victime d'un rythme de travail inhumain imposé par son producteur. Les séances en studio, les tournées incessantes et les attentes du public pèsent lourd sur ses épaules frêles. Ce moment marque un tournant. Sheila prend conscience de la face sombre de la célébrité. Dans ses propres mots, elle se décrira plus tard comme une « poule aux œufs d'or », un produit exploité pour maximiser les profits au détriment de son bien-être. Carrère, focalisé sur les bénéfices, privilégie les enregistrements aux prestations scéniques, confinant Sheila dans un cycle de production incessant. Malgré ces défis, Sheila continue de briller. Ses chansons, comme Vous les copains ou Bang Bang, deviennent des classiques, marquant l'histoire de la pop française. Elle se produit sur les plus grandes scènes, des Olympias au plateau télévisé, captivant un public toujours plus nombreux. Mais derrière les projecteurs, elle lutte pour préserver une part d'elle-même, une authenticité que l'industrie cherche à modeler. Son propre entourage professionnel, des journaux comme France Dimanche publient une rumeur scandaleuse. Sheila, la jeune star adorée, serait en réalité un homme. Cette affirmation, absurde et cruelle, marque le début d'un calvaire qui la poursuivra pendant près d'un demi-siècle. Pour une adolescente propulsée sous les feux de la rampe, ces accusations sont dévastatrices. Sheila se souvient des nuits passées à pleurer, soutenue par ses parents, face à un monde qui semble se complaire dans sa souffrance. Les moqueries, les regards suspicieux et les articles à scandale la blessent profondément. Elle tente de faire face, continuant à se produire, à sourire, à chanter, mais la douleur est là, tapie dans l'ombre. Même son mariage avec le chanteur Ringo en 1973 et la naissance de leur fils Ludovic en 1975 ne suffisent pas à faire taire les rumeurs. Des accusations ignobles prétendent que sa grossesse est une mise en scène, que son fils est adopté. Ces mensonges, relayés par une presse avide de sensationnalisme, laissent des cicatrices indélébiles. Dans une interview des années plus tard, Sheila confiera « Ce qui semblait une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans ». Sa voix, chargée d'une douleur longtemps enfouie, témoigne de l'impact de ces rumeurs sur sa vie. Elle lutte pour préserver sa dignité, se montrant en public, partageant son histoire, mais le poids des jugements reste lourd. Ses blessures, invisibles mais profondes, façonnent sa résilience, une force qu'elle puisera tout au long de sa carrière. Le 13 février 1973, Sheila épouse Ringo, de son vrai nom Guy Bel, dans une cérémonie qui devait être un moment d'intimité et de romance. Présenté comme un mariage glamour entre deux stars de la pop française, l'événement est orchestré pour maximiser la publicité. Claude Carrère, toujours en quête de profit, divulgue les détails à la presse, transformant ce qui devait être une célébration privée en un spectacle médiatique.
Le jour du mariage, des milliers de fans envahissent la mairie du 13e arrondissement de Paris, bloquant les rues, forçant les portes, et transformant l'événement en une quasi-émeute. À l'intérieur, les officiels peinent à maintenir l'ordre, tandis que Sheila, terrifiée, lutte pour garder son calme. Lors de la cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame de la Gare, la foule devient incontrôlable, arrachant les fleurs de ses cheveux dans une frénésie collective. Sheila, alors âgée de 27 ans, est initialement séduite par le charisme de Ringo. Grand, brun, avec un charme ténébreux, il correspond à l'image de l'homme idéal qu'elle s'était forgé dans sa jeunesse. Il incarnait mon idéal masculin, confiera-t-elle plus tard, avec une pointe d'amertume face à la naïveté de cette époque. Mais la réalité de leur union est bien différente. Les premiers mois sont marqués par une illusion d'amour, mais les tensions s'installent rapidement. Les infidélités de Ringo, découvertes par Sheila pendant sa grossesse, brisent ses espoirs de construire une famille unie. La naissance de leur fils, Ludovic, en avril 1975, ne parvient pas à combler le fossé qui se creuse entre eux. Sheila se retrouve à élever Ludovic seul, tandis que Ringo, distant, s'implique peu dans la vie de leur fils. Les fissures de leur mariage deviennent impossibles à ignorer. En 1979, leur divorce est prononcé, mettant fin à une union qui n'a jamais été le conte de fées annoncé. « Je n'ai plus rien à lui dire », dira Sheila, sans colère mais avec une résignation qui traduit des années de déception. Ce mariage, marqué par la pression médiatique et les trahisons personnelles, laisse des traces, mais Sheila choisit de se concentrer sur son fils, déterminée à lui offrir une vie aussi normale que possible. Le 7 juillet 2017, la vie de Sheila bascule dans une douleur indicible. Son fils unique, Ludovic Chancel, s'éteint à l'âge de 42 ans, emporté par une crise liée à l'usage de substances nocives. Retrouvé inconscient à son domicile parisien 2 jours plus tôt, il est transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, mais les médecins ne peuvent le sauver. Pour Sheila, cette perte est une déchirure qui redéfinit son existence. Ludovic, qu'elle décrit comme un être d'amour et d'intensité, luttait depuis 2002 contre des démons personnels. Une rupture amoureuse douloureuse, combinée au poids de la célébrité de ses parents, l'avait conduit sur un chemin destructeur. Pendant 15 ans, Sheila se bat pour sauver son fils. Elle finance des cures de désintoxication, l'accueille dans son foyer, tente de l'éloigner des influences néfastes. Par moments, Ludovic semble retrouver un semblant de paix, mais ses tourments reviennent, plus forts, plus insidieux. La nuit de sa mort, un détail rend la tragédie encore plus insupportable. Une personne présente, au lieu d'appeler les secours, choisit de photographier Ludovic dans ses derniers instants. Cette image, découverte par Sheila, est une blessure supplémentaire. Un homme à terre, et on prend une photo au lieu de l'aider. Dans quel monde vit-on ? Dira-t-elle, la voix brisée par l'indignation et le chagrin. Déterminée à protéger la mémoire de son fils, elle engage des démarches judiciaires pour faire détruire ce cliché. Sheila parle de Ludovic avec un amour inconditionnel. Elle célèbre sa douceur, son imagination, sa quête de lumière, tout en reconnaissant ses luttes. Après sa mort, elle trouve refuge dans la musique, montant sur scène pour honorer sa mémoire. S'arrêter, c'était me laisser mourir, expliquera-t-elle. Ces concerts deviennent un acte de résilience, une manière de transformer la douleur en énergie créatrice. Elle chante pour Ludovic, pour elle-même, pour tous ceux qui, comme elle, ont connu la perte. À 79 ans, Sheila reste une figure vibrante, refusant de s'effacer dans l'ombre. Son album À l'avenir, sorti en avril 2025, témoigne de sa créativité intacte. Ce projet, mêlant paroles introspectives et sonorités modernes, est un acte de défi, une preuve qu'elle n'a pas fini de surprendre. Sa tournée 8.0, nommée en référence à son âge, célèbre sa longévité et sa passion indéfectible pour la musique. Chaque concert est une communion avec son public, un moment où elle partage non seulement ses chansons, mais aussi son histoire. Loin du tumulte de ses jeunes années, Sheila mène aujourd'hui une vie plus simple. Elle partage son temps entre son appartement parisien et une maison à la campagne, où elle trouve la paix dans le jardinage. Soigner ses plantes, les voir s'épanouir, est pour elle une métaphore de la résilience, une manière de cultiver la vie malgré les pertes. Ses amitiés, comme celle avec Françoise Hardy, sont un trésor précieux, des liens forgés par des décennies de complicité et de compréhension mutuelle. Sheila envisage d'écrire ses mémoires, un projet qu'elle considère comme essentiel. Personne ne peut raconter mon histoire à ma place, affirme-t-elle avec détermination. Ce livre, qu'elle souhaite rédiger à son rythme, sera un témoignage honnête sur ses triomphes, ses trahisons, ses joies et ses drames.
Elle veut reprendre le contrôle de son récit, trop longtemps façonné par les médias, les producteurs ou les rumeurs. Engagée discrètement auprès d'associations soutenant les familles confrontées à des difficultés émotionnelles, Sheila transforme sa douleur en action. Elle le fait sans chercher la reconnaissance, portée par une empathie profonde pour ceux qui souffrent en silence. Pour ses fans, elle reste une figure d'inspiration, un symbole de persévérance. Les lettres qu'elle reçoit, venues de ceux qui la suivent depuis des décennies, sont une source de force. Pour Sheila, la scène n'est plus un lieu de quête de gloire, mais un espace de connexion, un hommage à ceux qu'elle a aimés et perdus. Quelle chanson de Sheila vous touche le plus? Partagez vos souvenirs en commentaire, et si son histoire vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits extraordinaires.